Salut les fans d'aviation, toujours Olivier, comme promis, là je suis en Californie pour vous présenter après le meeting de la Ferté-Alais, ce qui se fait autour de l'aviation ici aux États-Unis, plus particulièrement en Californie. Donc là on est en Californie, sur la commune de Riverside, dans un musée qui s'appelle le Marshfield Air Museum, donc qui appartient à la base de l'Air Force qui est juste derrière moi et qui s'appelle aussi bien la Marshfield Air Force Base. Voilà. Donc on y trouve pas mal de beaux avions, de belles machines. Certains sont en état de fonctionner et d'autres ne le sont plus, comme ce F-14 derrière moi qui a été déclassé de l'armée voilà quelques années et qui aujourd'hui est une relique de l'aviation et de l'histoire de l'aviation. Donc tous ceux qui, comme vous, sont fans d'aviation connaissent le F-14 puisqu'il a été rendu célèbre par le film Top Gun avec Tom Cruise. Évidemment, donc voilà, j'ai choisi le F-14 parce que c'est quand même un des chasseurs les plus mythiques que l'aviation ait connu. Donc voilà, l'occasion pour moi de vous parler de 2-3 petites choses à propos des terminologies des avions américains. Alors il y a un petit tracteur qui passe, un petit tracteur qui sert à tracter les avions, donc ça fait un peu de bruit. Ici on est sur quelque chose qui fonctionne, il y a des avions qui fonctionnent, donc ils tractent des avions, ils en font décoller, ils en font voler. Voilà. Les musées de l'air aux États-Unis, ils vivent beaucoup, voilà, avec des vétérans qui viennent réparer les avions bénévolement, des vétérans qui bénévolement viennent faire visiter aux enfants le musée et leur expliquer ce qu'il en est de l'aviation, et les femmes des vétérans qui viennent ici tenir la caisse, etc. Donc c'est très familial, c'est très sympa à faire. Donc si vous venez aux États-Unis, n'hésitez pas à venir dans les musées de l'air, et en particulier Marshfield. Donc F-14, pour ceux qui ne connaissent pas les terminologies de l'aviation de guerre américaine, F ça veut dire fighter, F pour fighter. Donc quand vous avez un avion qui commence par F, comme ici le F-14, vous êtes sûr que l'avion est un chasseur. Quand vous avez un avion qui commence par B, comme B-17, B-29, etc., c'est bomber, pour bombardier, d'accord? Et après vous avez les C-130, etc., qui sont des avions cargo, d'où le C pour cargo. Donc vous avez 3 familles d'avions généralement dans l'armée américaine, le F, le C et le B. Le F pour fighter, comme celui-ci le F-14, le C pour cargo et le B pour bomber. Voilà, donc je vais vous reprendre dans quelques instants au pied d'un autre appareil, ou peut-être qu'on va essayer de se balader un petit peu. Tenez, attendez, voilà, je vais vous emmener. Je coupe généralement les directs parce que, vous voyez, j'ai un fil à la patte et généralement c'est un peu chiant. Mais là, on va essayer de se balader ensemble. Donc on va faire le tour ici. Donc voilà, une très belle machine, un très beau F-14. Comme vous pouvez le voir grâce à ma présence, c'est pas un petit avion. Nous, on a l'habitude des chasseurs français comme les super étendards, les Mirage F1 qui étaient déjà des gros. D'ailleurs, je dis n'importe quoi puisque les Mirages c'était aussi des bombardiers, mais un chasseur français comme le Rafale, par exemple, il est beaucoup plus petit que celui-là. Je ne saurais pas vous donner le ratio parce que je ne l'ai pas en tête, mais vous pouvez constater que le F-14 c'est quand même une grosse bestiace. D'où aussi, puisque c'est un avion de l'aéronaval, comme c'est marqué sur son flanc ici, Navy, ce sont des avions qui avaient vocation à être embarqués sur des porte-avions. Et là, vous imaginez bien qu'avec cette taille-là, il fallait faire des porte-avions comme seuls les Américains savent en faire. Vous voyez, des espèces de gros merdiers avec 5000 personnes à bord, des pistes de 250 mètres voire plus. Voilà. Donc, d'ailleurs, pour la petite anecdote, certains d'entre vous le savent peut-être déjà et d'autres pas, donc je vais vous le préciser. Les instructeurs à la formation de l'aéronavale américaine sont français. Ce sont des instructeurs d'aéronavale français qui viennent sur la côte est, là-bas, du côté de Norfolk, pour former les futurs pilotes de l'aéronavale américaine. Et un des tests pour être certifié aéronavale américaine, c'est de faire atterrir un avion de chasse sur un porte-avions français, en l'occurrence le seul qu'on ait, le Charles de Gaulle. Parce qu'effectivement, il est 2 fois plus petit, 2 fois plus court. Et quand on arrive à poser un avion sur le Charles de Gaulle, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas y arriver sur un porte-avions américain qui est à peu près 3 fois plus gros qu'un le porte-avions français. Vous voyez ? Donc là, on continue un petit peu. Vous voyez, derrière moi, hop, je vais me tourner. On a aussi une très belle pièce. Il s'agit en l'espèce d'un B-29, comme celui qui a de l'autre côté, derrière moi. C'est ça. Comme celui qui a droppé la bombe sur Hiroshima et Nagasaki. Vous voyez. Donc là, on a aussi une belle bête. Vous voyez que les Américains sont souvent dans la démesure. C'est ça qui est fascinant quand on vient aux États-Unis, c'est qu'on voit des avions
qu'on a peu l'habitude de voir nous en Europe. De la même manière qu'on a des petites voitures et des petites maisons et que les Américains ont des grosses voitures et des grosses maisons, ils ont aussi des gros avions et des gros bâtiments de guerre. Et voilà, c'est pour ça que c'est assez intéressant de venir ici parce qu'on voit quelques-unes des plus belles pièces d'aviation dans les musées de l'air américain. Alors là-bas un peu plus loin, parce que les Américains ont le sens de la dramaturgie et du cinéma, on va dire, voilà. Ils ont fait un petit endroit Vietnam, vous voyez, avec, pour ceux qui reconnaîtront, tous les moyens héliportés du Vietnam sont là réunis, en particulier le fameux Bell, l'hélicoptère emblématique du Vietnam, qui faisait pas du tout partie d'ailleurs d'une unité traditionnellement dédiée à l'aviation, mais qui faisait partie de la cavalerie, d'où le patch qu'avaient ces militaires au Vietnam, qui était une espèce de bouclier jaune barré de noir avec un cheval dessus, l'emblème de la cavalerie. Voilà, au Vietnam, il s'est trouvé très rapidement acquis que la cavalerie, ne pouvant pas se déplacer à pied au milieu de la jungle, il allait falloir l'héliporter. Et donc la cavalerie a immédiatement adopté un des hélicoptères les plus efficaces qui ait jamais été construit. Celui-ci, le Bell, qui est d'ailleurs utilisé toujours par, voilà notre ami au tracteur, qui est d'ailleurs toujours utilisé par les gardes-côtes et les services de secours en forêt ou les services de lutte contre l'incendie. Ici aux États-Unis, c'est un hélicoptère qui est excessivement solide, qui est excessivement fiable, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été construit, pour ça, avec ce genre de cahier des charges pour le Vietnam, qui était évidemment, comme vous pouvez vous en douter, pas forcément l'endroit le plus, le plus facile à l'exploitation de moyens héliportés comme cela. Beaucoup de poussière l'été, beaucoup d'humidité l'hiver, vice versa d'ailleurs, puisqu'il pleut plutôt l'été au Vietnam et beaucoup de poussière à la saison sèche. Donc c'est des appareils qui avaient vocation à souffrir énormément. Voilà, alors du coup, vous voyez ici, parce que, évidemment, des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, il y en a de moins en moins. Je vous ai dit tout à l'heure que les gens qui s'occupaient de ce genre de musée sont des vétérans. Et donc, on trouve beaucoup plus encore de vétérans de la guerre du Vietnam, par exemple, que de la Seconde Guerre mondiale. Donc, du coup, vous voyez que là, on peut imaginer que il y a quelques personnes qui travaillent ici qui ont eu à cœur de recréer ce qu'ils ont connu alors qu'ils étaient encore d'actifs dans l'armée américaine. Voilà, donc c'est assez fidèle à ce qu'on pouvait trouver avec les petits baraquements. Ils ont même eu le goût de planter des palmiers histoire de rappeler un petit peu la végétation locale. Donc voilà, ça permet avec la petite son, entendez la petite bande son derrière qui rajoute un petit peu d'ambiance. Voilà, c'est ça un petit peu un musée de l'air à l'américaine. C'est un endroit où effectivement il y a beaucoup d'interactivité. Donc vous pouvez très bien aller discuter avec les gens qui sont de vrais vétérans et qui auront plein d'anecdotes à vous raconter, que de vous promener et puis d'essayer de ressentir une certaine ambiance dans des petits endroits comme ça qui ont été recréés pour vous donner un petit peu le goût de ce qu'ont pu être les choses à cette époque-là. Voilà, donc c'est très interactif, c'est très très bien. C'est financé avec les fonds de l'armée des États-Unis, puisque ici on est sur un terrain qui a été prêté par la base de l'US Air Force Marshfield. De ce que j'en sais, eh bien, la logistique est fournie aussi par la base de l'US Air Force Marshfield. Donc ce sont des gens qui ont la volonté de pouvoir préserver un patrimoine, ce patrimoine qui est le leur, puisque ces gens sont des militaires. Et donc évidemment, bien, tout ça sont des avions militaires. Et c'est un petit peu leur patrimoine et leur histoire. Voilà, c'est juste leur plaisir, c'est de pouvoir l'expliquer comme on l'a vu derrière tout à l'heure avec les enfants, aux nouvelles générations en particulier. D'ailleurs, juste comme ça pour l'anecdote, on n'a pas affaire à des vats en guerre. Quand vous les écoutez raconter ça aux visiteurs ou aux enfants, ce ne sont pas des gens qui vous racontent que c'était la meilleure époque de leur vie, que la guerre, ça apporte des choses fantastiques. Non, ce sont des gens qui vont vous parler avec, une grande lucidité de ces choses-là. Ils vont toujours se souvenir des gens qu'ils ont perdus, ils vont toujours vous expliquer que, sincèrement, à tout prendre, si on peut éviter ce genre de choses, il vaut mieux l'éviter. Alors ça paraît un peu bizarre dans un pays qui a toujours été en guerre, comme les États-Unis, mais en fait, c'est toujours pareil, la guerre c'est le fait de politiciens qui eux sont assis dans des bureaux et qui en ont absolument rien à foutre quelque part, vous voyez. Par contre quand vous discutez avec les gens qui l'ont vraiment fait,
c'est les gens qui sont les plus convaincus au monde que la guerre 1 ne sert à rien et que 2 c'est une souffrance absolue. Voilà. Et donc ces musées-là, ils servent aussi un petit peu à ça. C'est à vous donner l'occasion de pouvoir entendre ce genre de discours. Voilà. Parce qu'encore une fois, bien ici vous allez rencontrer des gens qui les ont vraiment fait ces guerres-là, hein, et qui vont pas vous mentir en plus de ça. Voilà. Donc ici c'est Marshfield Air Museum sur comment dire, à Riverside, en Californie, juste à côté de Los Angeles. Il y a 2-3 autres musées autour de Los Angeles, en particulier celui de Palm Springs qui est très très beau, avec des avions à Marshfield. Ils ont un département où ils refont à l'identique des avions qui sont des pièces absolument fantastiques, en particulier dans mon souvenir, j'espère qu'ils l'ont encore, on va essayer d'aller voir ça, un magnifique B-17. En parfait état de fonctionnement au demeurant, un B-17 qu'on peut retrouver à Oshkosh, au meeting aérien, à Reno aussi. C'est un B-17 qui voyage beaucoup à travers les États-Unis, toujours pour le plaisir de faire voler des belles machines et aussi à but pédagogique, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, ce sont l'occasion de rappeler aux gens qui viennent les voir ce qu'a été l'histoire de ces avions et surtout ce qu'a été l'histoire de ces hommes qui les ont pilotés. Voilà, le B-17, il y en a un derrière, ici on va tourner la caméra vite fait. Oh attendez, on va y aller, on va se rapprocher un tout petit peu. Parce que vous connaissez tous cet avion-là, mais c'est toujours un plaisir que de le voir de près. Surtout pour nous qui sommes européens, je pense que c'est un avion pour lequel on peut avoir une amitié particulière, dans la mesure où, comme pour le DC-3, ce que je vous disais lors de la Ferté-Alais, cet avion-là a participé dans les larmes et le sang à la libération de l'Europe en luttant efficacement et courageusement contre l'Allemagne nazie. Voilà. Donc ça, c'est un avion à qui on doit notre nationalité aujourd'hui et la paix qui règne en Europe pour l'instant. Voilà. Donc on ne peut pas regarder cet avion ici sans se souvenir des gens qui étaient à bord. Il se trouve qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, les gens qui pilotaient ces avions avaient une carrière militaire, pas d'un coup fin comme on la connaît aujourd'hui. Et puis la violence de la guerre faisant, de plus en plus, il y a eu de plus en plus besoin d'avions parce qu'on les perdait les uns après les autres. Il y a eu de plus en plus besoin d'équipage et donc du coup on a embauché qui voulait bien comment dire, se risquer à piloter ces avions et à être équipage dans ces avions-là. Donc on n'était pas comment dire rare de trouver un commandant aux commandes de cet avion-là au-dessus de l'Allemagne qui avait pas plus de 21 ans jusqu'au mitrailleur de queue ou ventral qui lui avait dans les 17 ans quand il avait un peu menti et généralement 18 ans. Donc la moyenne âge dans ces avions c'était quand même 19-20 ans et vous voyez que c'est quand même de beaux bébés avec 4 gros moteurs Pratt & Whitney. C'est quand même des mastodontes de l'air. Sachant qu'ils transportaient pas des bonbons, hein. Le truc balançait de l'armement assez lourdement sur des populations aussi bien civiles que militaires, puisqu'à l'époque évidemment on pouvait pas faire de frappe chirurgicale, donc quand on voulait être efficace, eh bien malheureusement il allait falloir vivre avec, hein, puisque c'est bien pour avoir eu l'occasion et la chance de discuter avec des gens qui ont piloté ces avions, croyez bien qu'ils ont conscience de ce qu'ils ont fait. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas balancé de l'armement que sur des militaires et qu'ils ont tué des femmes, des enfants et des gens qui étaient pris en otage par un certain régime, en l'occurrence nazi ou japonais à l'époque, puisque ces avions-là ont servi sur les deux fronts. Et voilà, ils sont morts avec cette souffrance-là aussi, donc c'est quelque chose dont il faut se souvenir quand on regarde ces avions. Et ces musées-là sont faits pour ça en fait. Ils sont faits pour qu'on ait le goût d'observer de très belles machines, qui sont pour la plupart tout à fait mythiques, mais aussi surtout pour se souvenir des gens qui ont servi à bord de ces avions, voilà, et qui ont dû vivre avec des choses qui sont assez dures. Il faut savoir que l'unité de B-17 qui était basée en Angleterre à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, alors si je dis pas de bêtises, c'est la 8e Bomb Squad. Je vous mettrai en commentaire dans la vidéo plus tard quand j'aurai retrouvé l'information exacte. Je pense que c'est ça, mais je veux pas être formel. Et l'unité qui a perdu en proportion de son effectif le plus de gens pendant la Seconde Guerre mondiale. Okay, c'est hallucinant le nombre de jeunes gens qui sont tombés du ciel avec ces avions-là pendant cette période-là.
Et ils l'ont fait avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'abnégation. Ils n'ont pas reculé devant ce danger-là. Et pourtant, ils se battaient sur un terrain qui n'était pas le leur, hein, puisqu'il a fallu pour eux traverser l'Atlantique et venir se battre sur un continent qu'ils n'avaient même pas connu. C'est le continent de leurs ancêtres, certes, mais eux, en fait, auraient pu rester planqués en Arizona ou dans le Minnesota à élever des vaches et à rien foutre de la journée. Voyez. Et donc, c'est quand même des gens qui ont fait ce choix-là. Donc, il faut les célébrer aussi. Et la date n'est pas anodine. Je suis un peu en retard parce qu'on a mis un peu de temps pour arriver jusque-là. Mais aujourd'hui, on est le 7. Hier, c'était le 6 juin. Voilà. Et le 6 juin 1944, eh bien, c'est ces avions-là qui ont traversé la Manche pour préparer le terrain aux gars qui allaient sauter en parachute et libérer notre pays. Voilà, c'était Marshfield. C'était Olivier, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné le goût de ne pas faire que les plages et Las Vegas quand vous viendrez par ici et de passer par ici Marshfield, Palm Springs et tous ces petits musées-là pour voir ces jolis avions et discuter avec toutes ces belles personnes qui vont vous raconter des choses extraordinaires. Allez, ciao ciao, on finit sur l'image de ce beau B-17.